C'est comme une absence invisible, une présence fantôme qui me suit depuis toujours. Cela s'est passé l'autre jour. Je ne me sentais pas bien, alors j'ai pris un livre de l'étagère et je suis allé prendre un bain chaud. Ce livre fait partie d'une série d'essais sur la théorie et la pratique musicale. Il y a une dizaine d'années, j'avais une autre copie de ce même livre. Je l'avais emporté partout avec moi, lu de bout en bout, au point de l'avoir complètement détruit. Il avait été trempé et séché plusieurs fois, les pages tombaient, et j'avais même griffonné des notes dans les marges. Ce livre a littéralement changé ma vie, et je me souviens avoir regretté de ne pas en avoir pris plus soin. J'avais plus ou moins oublié tout ça quand j'ai pris cette copie pour mon bain. J'ai acheté cet exemplaire actuel dans une librairie il y a environ 2 ans. Je me souviens l'avoir trouvé sur une étagère tout au fond, en étant tout excité de le découvrir, car il était pratiquement neuf. J'avais feuilleté quelques pages, mais je ne me souvenais plus si c'était le même volume que j'avais lu autrefois. Je l'ai acheté quand même, car c'est une série formidable. Me voilà donc dans le bain, feuilletant les essais, et tout me semble de plus en plus familier. Ces écrits me captivent et ravivent des souvenirs. Je réalise alors, mais c'est le volume que j'avais avant. Super, je suis tellement content de retrouver ce contenu. Et je repense à mon vieil exemplaire en lambeaux. Alors que j'ai ce souvenir en tête, je tourne une page et un ticket de train tombe du livre. Ce billet date d'il y a 6 ans et provient de ma ville natale, en direction d'une grande ville de la région. J'ai des frissons, parce que je n'ai ce livre que depuis environ 2 ans. Le ticket est abîmé par le temps, bien plus ancien que le livre dans lequel il se trouvait. Ça doit être un billet laissé par quelqu'un d'autre qui a fait le même voyage, me dis-je. Mais en retournant le billet, j'y vois mon nom inscrit. Je ne comprends pas comment c'est possible, mais ce livre impeccable, trouvé en librairie, contenait un billet de train à mon nom datant d'il y a 6 ans, à l'époque où j'avais l'exemplaire original, celui qui a été détruit. Je me souviens très bien de ce voyage en train, j'allais voir le Dalai Lama. J'avais ce livre avec moi à ce moment-là. Plusieurs autres petits détails de cette époque me reviennent, et je me demande si je n'ai pas franchi la porte d'une réalité parallèle pendant que j'avais de la fièvre. Ma cousine a eu un bébé il y a 3 jours. Mon père m'a envoyé un texto pour m'annoncer la nouvelle, disant que c'était une petite fille en bonne santé et que les parents, ma cousine et son mari, n'avaient pas encore choisi de prénom pour elle. Apparemment, il voulait passer un peu de temps avec elle avant de lui donner un nom. Dès que j'ai lu le message de mon père, une pensée claire et nette m'a traversé l'esprit, le bébé s'appellerait Ellie. Je ne sais pas pourquoi, mais j'étais absolument certain que c'était ainsi qu'ils allaient la nommer. Je suis très sceptique à propos de ce genre de choses, alors pendant les jours suivants, je me suis convaincu que c'était dans ma tête et que je n'avais aucune idée du nom qu'ils allaient choisir. Ce soir, mon père m'a envoyé un message pour me donner le prénom, Hélène, et ils allaient l'appeler Ellie comme surnom. Ma cousine ne savait même pas encore comment elle allait nommer sa fille. Et pourtant, je le savais, d'une manière ou d'une autre. Je n'ai jamais vécu quelque chose comme ça avant dans ma vie. Enfin, peut-être une fois, mais jamais à cette échelle. Je n'ai aucune explication logique à cela. C'est un peu cool, mais ça me fait aussi un peu peur, je dois l'admettre. Ma cousine ne m'a jamais parlé de nom potentiel pour le bébé. Je ne connais personne qui s'appelle Ellie. Ce n'est même pas un prénom de famille. Je n'ai aucune idée de comment j'ai pu savoir ça. J'ai la même routine tous les jours. Je me lève vers 5 heures du matin, je mange un petit quelque chose rapidement en regardant un peu la télé, puis je m'habille et je pars au travail. J'ai une colocataire et nous vivons dans cet appartement depuis environ 2 ans. Il y a environ 7 mois, en février, je me suis levé pour me préparer et j'ai tout de suite senti que quelque chose était étrange. Impossible de dire exactement quoi, mais il y avait une ambiance très bizarre, presque inquiétante. Ensuite, j'ai remarqué sur le comptoir un plateau avec des serviettes en papier ornées de drapeaux américains, des biscuits faits maison décorés de glaçage rouge et bleu en forme d'étoile, et ce que je supposais être des chocolats de marque générique. Je trouvais ça vraiment bizarre que ma colocataire ait laissé des trucs pour le 4 juillet alors qu'on était encore en hiver. Je me suis servi à manger, puis j'ai allumé la télé.
mais à la place des applications de streaming habituelles, je ne trouvais que des chaînes aléatoires de télévision classique. Il y avait des pubs et des émissions qui avaient l'air très anciennes, presque vintage. Une des pubs mentionnait même une vente pour le 4 juillet. Là, j'étais complètement perdu. Je me suis finalement arrêté sur une chaîne météo, et dans un coin de l'écran, il y avait la date, 3 juillet 1986. J'étais persuadé que c'était une sorte de chaîne nostalgie ou un truc du genre. Mais sur chaque chaîne, les pubs et les émissions semblaient vraiment venir des années 80. Pour info, je suis né en 2003, donc je ne suis pas particulièrement familier avec cette époque, mais je savais que ça avait l'air vieux. À ce moment-là, je commençais à être sérieusement effrayé. J'ai essayé d'appeler ma mère, je ne sais même pas pourquoi, c'est juste la personne que j'ai voulu contacter instinctivement. Mais mon téléphone n'arrêtait pas de composer sans jamais se connecter à l'appel. Là, je suis passé en mode panique. Je me suis dirigé vers la chambre de ma colocataire pour la réveiller. En passant par le couloir, j'ai vu une femme d'environ 70 ans qui traversait le couloir en portant un plateau. Elle est passée de la chambre de ma colocataire à la mienne, puis elle a disparu. Ce n'était pas comme un fantôme, je suppose, je n'en ai jamais vu, mais elle ressemblait à une personne totalement normale. À ce moment-là, je n'étais plus juste paniqué, j'étais terrorisé. J'ai couru dans la chambre de ma colocataire en la réveillant et en lui expliquant ce qui se passait, m'attendant à ce qu'elle me prenne pour un fou. Mais elle voulait voir par elle-même. Quand on est retourné dans la cuisine, les aliments du 4 juillet avaient disparu, et la télé était redevenue normale. Elle me croyait, et jusqu'à aujourd'hui, on se demande toutes les deux si ça pourrait nous arriver encore. Tout ce à quoi je peux penser, c'est qu'il y a peut-être une sorte de glitch temporel. Cela me terrifie encore de repenser à cette expérience. Cette histoire m'est arrivée quand j'avais 4 ans, mais je n'en ai aucun souvenir. Tout ce que je sais, c'est ce que ma famille m'a raconté. Quand j'étais petit, mon père travaillait au Mexique et nous rendait visite environ une fois par mois. Nous vivions dans une petite ville du sud du Texas. Un jour, avant d'aller chercher mon père à la gare routière, ma mère a demandé à mes frères et sœurs et à moi-même d'aller aux toilettes à la maison pour éviter d'avoir à les utiliser à la gare. Mon frère et ma sœur ont dit m'avoir vu entrer dans la salle de bain, mais ils ne m'ont jamais vu en sortir. Ma mère a ouvert la porte pour vérifier, et j'avais disparu. Avec la disposition de notre appartement, il était impossible que je sorte sans que quelqu'un ne me voie. Ma mère a commencé à paniquer et a appelé mon grand-père, qui était policier à l'époque. En moins d'une heure, plusieurs agents de police et voisins fouillaient tout le complexe d'appartements, mais ils ne me trouvaient nulle part. 3 heures plus tard, ma marraine m'a retrouvé dans ma chambre, profondément endormi sur mon lit. Le plus étrange, c'est que plusieurs personnes avaient déjà fouillé l'appartement de fond en comble, sans jamais me trouver. Et ce n'est pas tout. Quand on m'a demandé où j'étais, à 4 ans, j'ai répondu que j'étais dans le ciel, en train de faire des nuages avec un canard, à l'aide d'une machine qui avait une manivelle d'un côté, et des nuages sortaient de l'autre. J'ai aussi répété pendant plusieurs semaines que je voyais une lumière rouge sur l'écran de la télé. Je n'ai pas vraiment cru à cette histoire en grandissant, jusqu'au jour où je suis allé rendre visite à ma grand-mère à Mexico des années plus tard. Elle m'a confirmé que ma mère l'avait appelée en pleurs juste après que cela soit arrivé. Depuis, ma famille aime plaisanter en disant que j'ai été enlevé par des extraterrestres, puis ramené quelques heures plus tard. Cela s'est passé il y a 31 ans, et je n'en garde toujours aucun souvenir. Un événement étrange s'est produit, un de ceux qui vous laissent perplexe et hanté pendant des années. Je suis mère de 2 garçons, aujourd'hui âgés de 14 et presque 13 ans. Mais ce que je m'apprête à raconter s'est déroulé peu après la naissance de mon second fils. À l'époque, mon premier fils avait à peine 1 an, et mon deuxième venait tout juste de naître. Ce jour-là, un après-midi ordinaire, mon nouveau-né était couché sur notre lit pendant que je m'occupais de plier du linge. C'était une de ces journées tranquilles où la routine de jeune maman vous absorbe complètement. Je pliais des vêtements, tranquillement installés sur le lit à côté de mon bébé. Il était emmailloté dans une couverture douce, vêtu d'un petit pyjama en tissu, la tétine bien calée dans la bouche, le regard calme. Mon fils d'1 an était dans la pièce à côté, jouant avec quelques jouets. J'ai tourné la tête vers lui,
absorbé par ses petites mimiques d'enfant curieux, et je suis resté là, l'observant pendant peut-être une minute, guère plus. Quand je me suis retourné pour vérifier mon nouveau-né, il n'était plus là. Mon cœur a instantanément sauté un battement. Plus de bébé sur le lit, juste une couverture en boule et quelques vêtements à moitié pliés. Il n'y avait absolument aucune trace de lui, pas même un son. J'ai regardé partout autour du lit, pensant d'abord qu'il avait peut-être roulé sur le côté, bien que je savais que c'était peu probable à cet âge. Rien. J'ai fouillé le petit tas de linge que j'avais déposé à côté de lui, pensant qu'il s'était peut-être glissé dessous d'une manière ou d'une autre. Mais non, il n'y avait que son pyjama et la tétine qu'il tenait encore quelques minutes auparavant. Le vide. Le sentiment de panique a commencé à s'installer. Je me suis précipité vers la porte de la chambre et j'ai crié à mon mari, qui se trouvait dehors. « Est-ce que tu as pris le bébé ?» lui ai-je demandé, la voix tremblante. Il m'a regardé avec incompréhension, secouant la tête. Il n'avait aucune idée de ce que je disais. Mon cœur a commencé à s'emballer. Comment avait-il pu disparaître? Le bébé ne savait même pas encore ramper. Il ne pouvait pas avoir quitté le lit de lui-même. En état de panique totale, nous avons commencé à fouiller toute la maison. Nous avons retourné les coussins du canapé, vérifié chaque coin de chaque pièce, ouvert les placards, regardé même dans les endroits les plus improbables. C'était comme si notre fils s'était volatilisé. L'angoisse montait, et je ne comprenais plus ce qui se passait. Comment pouvait-il être là une minute, et disparaître la suivante? Après environ 10 minutes de recherche désespérée, je me suis soudain arrêté. Un son très léger, presque imperceptible, a attiré mon attention. Un petit bruit de gazouillis, un son doux, presque familier, venant de sous le lit. J'ai crié à mon mari de venir immédiatement. Il est arrivé en trombe, et sans réfléchir, il a soulevé le lit d'un seul coup, dans un mouvement instinctif et précipité. Et là, juste au milieu du sol, sous le lit, se trouvait notre bébé, allongé sur le dos, uniquement vêtu de sa couche. Il était là, calme, regardant le plafond avec ses grands yeux innocents, comme si de rien n'était. Il n'avait pas pleuré, pas émis le moindre cri, même lorsqu'il était tombé ou glissé sous le lit. Ce n'est qu'au moment où mon mari a soulevé le lit d'un coup que le bébé s'est mis à pleurer, probablement effrayé par le bruit soudain. Nous étions stupéfaits, pétrifiés même. Comment pouvait-il se retrouver là? Il était sur le lit quelques minutes plus tôt, bien emmailloté dans sa couverture, portant son pyjama. Maintenant, il était sous le lit, en couche, sans avoir fait de bruit, sans qu'on ne voie quoi que ce soit. C'était comme s'il avait tout simplement traversé le lit, la couverture et les vêtements, pour se retrouver directement sur le sol. Le plus étrange, c'est que rien ne semblait normal dans cette situation. Comment un bébé de cet âge aurait-il pu finir sous le lit sans faire de bruit, sans qu'aucun de nous ne le voie? Et comment son pyjama et sa couverture étaient restés sur le lit, comme s'ils s'étaient évaporés de l'intérieur? Nous avons vérifié s'il y avait des ouvertures ou des trous sous le lit, mais tout semblait parfaitement en ordre. Il vient de m'arriver quelque chose de tellement bizarre que je ne sais même pas par où commencer. Je vais essayer de tout expliquer depuis le début. J'ai 41 ans, et j'ai une fille de 23 ans. On ne vit pas ensemble, elle est indépendante, mais on essaie de se retrouver toutes les deux semaines pour passer du temps ensemble. Ce soir, on est allé faire du shopping pour des chaussures et on a décidé de s'arrêter à côté, chez Ruby Tuesday, pour dîner parce qu'on avait faim. On n'avait pas spécialement envie de manger chez Ruby Tuesday, mais c'était juste à côté du magasin, et comme on avait vraiment faim, on s'est dit qu'on y prendrait une bouchée rapide. On s'installe, et c'est une femme avec un foulard rose dans les cheveux qui nous place. Elle prend nos commandes de boissons et nous apporte nos verres. Quelques minutes plus tard, elle revient pour prendre nos commandes de nourriture. Le temps passe. Il n'y a presque personne dans le restaurant, et ma fille et moi on discute tranquillement pour rattraper le temps. À un moment, je remarque une table juste à côté de nous, avec 3 femmes. Elles ont l'air d'appartenir à 3 générations, une grand-mère, une mère et une fille adulte. Pendant qu'on attend notre repas, je remarque que leurs assiettes sont vides, totalement vides. Pourtant, elles continuent à manger, comme si elles prenaient des bouchées. Personne ne parle. La plus jeune est assise très droite, souriant et hochant la tête. À un moment,
La femme d'âge moyen dit, on devrait demander à emporter. Mais il n'y a rien dans leurs assiettes. Je jette un coup d'œil à ma fille, comme pour lui dire, tu vois ça aussi. Pendant ce temps, une chanson de Beck passe en fond sonore. Je fais remarquer que c'est un choix musical un peu étrange pour un Ruby Tuesday. Je commence à fredonner doucement. Ensuite, c'est Crash Into Me de Dave Matthews Band qui passe. Ma fille me dit, tu connais toutes ces chansons. Je lui réponds, je suis une enfant des années 90. On rigole. 1 heure passe. Toujours pas de nourriture. Je commence à me demander si je dois jouer les Karen et demander où en est notre commande. Alors, je fais signe poliment à une serveuse et lui dis, écoutez, je dois me lever très tôt demain matin. Est-ce que je peux juste payer les boissons et annuler notre commande? Ça fait 1 heure qu'on attend et on doit partir. Elle accepte, c'est la femme avec le foulard rose. Elle s'éloigne, puis, je vous jure, elle repasse devant moi à peine 5 secondes plus tard, dans la même direction, et dit, votre commande ne devrait pas tarder. Je jette un coup d'œil à ma fille avec un regard de connivence. Ma fille chuchote, je commence à me sentir vraiment anxieuse. Est-ce qu'on peut juste partir? Je hoche la tête, soulagé qu'elle ressente aussi ce malaise. Crash Into Me passe à nouveau, et là, on commence vraiment à se sentir mal à l'aise. La serveuse au foulard rose revient et nous dit, la cuisine est débordée, s'il vous plaît, ne partez pas. J'insiste sur le fait qu'on doit y aller, je paie, je laisse un pourboire, et on s'en va. Dès qu'on met un pied dehors, l'atmosphère change complètement. Pendant tout le trajet en voiture, on se demande, tu as vu ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Tout semblait anormal, mauvais. Je n'ai même plus faim, bien que je n'ai pas mangé du tout. Tout était vraiment, vraiment étrange. Ma fille a ressenti la même chose. Je ne sais toujours pas ce qui s'est passé, mais on a tous les deux eu l'impression d'avoir vécu quelque chose de vraiment bizarre et inquiétant. Mon ex-femme et moi sommes allés à un match de football américain par un temps glacial, donc on était bien emmitouflés. Elle portait toujours de jolies boucles d'oreilles en diamant qui avaient appartenu à sa grand-mère. Quand nous sommes rentrés chez nous, une des boucles d'oreilles avait disparu. On a pensé qu'elle avait dû se coincer dans son bonnet. Rien. On a retourné la voiture de fond en comble sans succès. On est même retourné au stade, et la sécurité a vérifié la section où nous étions assis, mais toujours rien. Après quelques appels infructueux au service des objets perdus du stade, on a accepté l'idée qu'elle était définitivement perdue. Environ 6 ans plus tard, je faisais des courses et en ouvrant un des sacs réutilisables, j'ai trouvé cette fameuse boucle d'oreille, avec son fermoir attaché. Je me suis dit que ça devait être celle qui n'avait pas été perdue, mais en rentrant à la maison, j'ai vérifié, et l'autre boucle était toujours là. Donc j'avais à nouveau la paire complète. Mais sérieusement, comment est-ce possible? Il est inimaginable que cette boucle d'oreille soit restée cachée dans ce sac pendant toutes ces années, alors que je l'utilise 1 ou 2 fois par semaine. Et le plus déroutant, c'est comment le fermoir est resté attaché. Si la boucle était tombée, le fermoir ne serait probablement pas là. Mon esprit rationnel cherche une explication logique, mais je n'arrive tout simplement pas à en trouver. Hier soir, j'ai eu une amie qui est passée chez moi. On s'est croisés plus tôt dans la journée et on a décidé de dîner ensemble. Elle est donc venue chez moi, et on a passé environ 1 heure sur le canapé à discuter tranquillement. À un moment, je me lève pour répondre à un appel téléphonique, et je vais dans ma chambre pendant 10 à 15 minutes. Quand je reviens au salon, elle n'est plus là. Ok, je me dis qu'elle est probablement aux toilettes. Je m'assieds sur le canapé en attendant qu'elle revienne, mais elle ne sort pas. Au bout d'un moment, je vais vérifier, et la salle de bain est vide. Là, je commence à me sentir bizarre. Est-ce qu'elle est partie sans raison? Je n'ai pas entendu la porte d'entrée s'ouvrir ou se fermer, et elle est assez lourde, donc c'est quelque chose que j'aurais remarqué. Je sors même dans le couloir pour voir si elle traînait là, mais elle avait simplement disparu. Je pense alors qu'elle a dû partir pour une raison quelconque, donc je l'appelle. Ça sonne un moment, puis elle décroche. Immédiatement, je trouve ça étrange. Si elle avait quitté mon appartement, elle devrait être dehors, mais tout est très calme là où elle se trouve, et elle a l'air de s'être tout juste réveillée.
Je lui demande pourquoi elle est partie de chez moi, mais elle n'a aucune idée de ce que je raconte. Frustré, je lui demande où elle est. Je suis chez moi, en train de faire une sieste. Ton appel m'a réveillé. Je pouvais entendre les draps bouger, et comme je l'ai dit, il est impossible que son environnement soit aussi calme si elle venait de quitter mon appartement. J'habite dans une zone très animée. Je lui demande si on peut faire un appel vidéo, et, là, elle est bien chez elle, dans son lit. Elle n'a pas de maquillage, elle porte son pyjama, a les cheveux défaits, et ses yeux sont encore un peu gonflés par le sommeil. Je lui demande si elle se souvient être venue chez moi, et elle a l'air confuse. On avait prévu de se voir aujourd'hui ? Elle m'explique qu'après m'avoir croisé, on s'est juste dit au revoir, et elle est rentrée chez elle pour faire une sieste. Il n'y a absolument aucun moyen qu'elle soit rentrée chez elle, qu'elle ait enlevé son maquillage, défait ses cheveux et mis son pyjama en 15 minutes. Elle habite à environ une demi-heure de chez moi. Je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé, mais je suis complètement perdu. C'est arrivé plus tôt cette année, et je n'ai absolument aucune explication pour ça, ni aucune idée de comment ou pourquoi ça s'est produit. Ma mère et moi étions en train de discuter, puis on s'est pris dans les bras pour un câlin. Nos oreilles se sont parfaitement alignées, et tout de suite, venant de l'intérieur de sa tête, j'ai entendu ce qui ressemblait au son de connexion d'Internet par modem, suivi par le chant d'une chorale angélique d'enfants qui chantaient de magnifiques accords. Tout cela a duré très peu de temps, probablement 5 secondes au maximum. J'étais tellement choqué que je me suis rapidement écarté d'elle, m'attendant à ce qu'elle me demande ce qui se passait. Mais elle s'est écartée en même temps, et nous nous sommes regardés avec des expressions totalement stupéfaites et confuses. Elle m'a demandé « Tu as entendu ça ?» Je lui ai dit que oui, puis je lui ai demandé ce qu'elle avait entendu. Imagine ma surprise quand elle m'a dit qu'elle avait entendu ce même bruit de modem Internet, mais suivi par un synthé grave et un rythme de percussion venant de l'intérieur de ma tête. Nous avons essayé de recréer cette expérience plusieurs fois depuis, mais rien de semblable ne s'est reproduit. Je n'ai aucune idée de ce que c'était, j'ai essayé de chercher sur Google pour voir si d'autres personnes avaient vécu quelque chose de similaire ou s'il existait une explication, mais à chaque fois, les résultats renvoient vers des articles sur la schizophrénie, ce qui n'a rien à voir avec notre expérience. Ça me perturbe énormément à chaque fois que j'y repense. Est-ce que quelqu'un aurait déjà entendu parler de ce genre de phénomène, ou aurait une explication à proposer? Je suis ouvert à toute théorie ou suggestion. Je comprends que beaucoup d'entre vous penseront peut-être que je mens, parce que si cela ne m'était pas arrivé, je trouverais aussi cette histoire totalement absurde. Mais je pense sincèrement que nous pouvons nous réincarner. Cette histoire est un peu longue et j'ai essayé de la résumer, mais il m'est difficile de la raccourcir sans en perdre le sens. Je tiens à préciser que je n'utilise pas de compte anonyme pour partager cela. Vous pouvez remonter dans mes messages et voir que j'ai posté l'année dernière, en octobre, que mon chat était décédé. De plus, je ne mentirai pas à ce sujet, car ce serait vraiment cruel. Si je partage cela, c'est pour ceux d'entre nous qui ont perdu quelqu'un qu'ils aimaient profondément, que ce soit une grand-mère, un chat, un chien, une mère ou un père. Je voudrais commencer en disant que, pour la plupart, je n'étais pas totalement convaincu que la réincarnation était possible. J'ai vécu ce que je croyais être une expérience de mort imminente, mais je n'ai pas vu de lumière blanche. Je me suis retrouvé dans une obscurité totale. Mais cela pourrait être parce que j'étais inconsciente, pas vraiment morte. Ce que j'essaie de dire, c'est que je n'étais pas totalement convaincu de la réincarnation jusqu'à ce que ceci m'arrive. Mon chat est mort en octobre dernier. Il avait 19 ans et il est décédé d'une insuffisance cardiaque congestive. Ce fut une perte dévastatrice pour moi. Je le considérais comme mon fils, après avoir vécu avec lui pendant 20 ans. Pendant 1 an, j'ai espéré et prié qu'il me rende visite en rêve, mais cela n'est jamais arrivé. Jusqu'à il y a environ 3 semaines. J'ai enfin fait un rêve dans lequel je l'ai vu. Je lui ai dit que je l'aimais, je l'ai serré dans mes bras, et on a passé du temps ensemble comme avant. Quand je me suis réveillé, j'étais heureuse. J'ai raconté à ma fille que j'avais rêvé de mon chat. À peine 30 minutes plus tard, un petit chat noir, d'environ 6 mois, est apparu sur mon porche arrière. Bien sûr, je savais que ce n'était pas mon ancien chat, pas à ce moment-là en tout cas.
Mais dès que j'ai laissé entrer le chaton dans la maison, il est allé directement dans ma chambre et s'est assis exactement à l'endroit où mon ancien chat aimait s'installer quand il était plus jeune. Je ne peux pas l'expliquer, mais il y a de petites choses qu'il fait, comme chercher la litière exactement à l'endroit où elle se trouvait avant. Il ne veut jamais aller près de l'endroit où repose son ancien corps. Chaque fois qu'il passe près de cette zone, il s'éloigne rapidement. Il a les mêmes habitudes qu'un vieux chat et comprend bien plus de choses qu'un simple chaton. Il est aussi très calme et posé, comme l'était mon ancien chat, ce qui est très étrange pour un chaton de cet âge. Je sais que ça pourrait être moi qui projette des émotions sur ce petit chaton, et j'essaie de ne pas le faire. Mais il continue de faire des choses vraiment bizarres. Il réagit même à son ancien nom, bien que je l'appelle Kitty la plupart du temps maintenant. Donc, je comprends si cela semble incroyable. Mais je ne suis pas folle. Je suis pleinement consciente de ce que je dis, et je n'étais pas dans le déni. J'avais accepté que mon chat soit parti. Je n'ai pas plus de preuves que ce que je viens de partager. Mais ce n'est pas le seul cas de réincarnation que je pense avoir vécu. Quand ma fille avait 4 ans, elle m'a dit un jour que je l'appelais constamment par son nom. Je lui ai répondu, « De quoi tu parles ? Je ne t'ai pas appelé. » Son prénom est celui de ma grand-mère, et je le savais quand je lui ai dit cela, mais je voulais voir ce qu'elle dirait. Elle a insisté, disant que je l'appelais et que c'est pour cela qu'elle était venue. Elle m'a aussi dit qu'elle devait aller sur une autre planète, mais qu'au lieu de cela, elle est venue ici pour être avec moi. Aujourd'hui adolescente, elle ne se souvient plus d'avoir dit cela, mais je l'ai noté pour ne jamais l'oublier. Quand je lui ai demandé ce qu'était cet endroit où elle devait aller, elle m'a donné une réponse qui m'a glacé le sang, le nom Lavinia. Je n'avais jamais entendu ce nom sortir de la bouche de qui que ce soit auparavant. La seule fois où j'avais entendu ce nom, c'était dans un livre sur un navire nommé le USS Lavinia. Ce nom m'avait tellement fasciné que c'est tout ce dont je me souviens à propos de ce livre. J'ai cherché ce livre partout, mais je ne l'ai jamais retrouvé. C'est comme s'il n'avait jamais existé. Je l'avais lu un été, quand j'avais 10 ans. Alors imaginez-moi, à 36 ans, entendre ma fille de 4 ans me dire ce nom qui m'avait hanté, et que je n'avais pas entendu depuis 26 ans. Aujourd'hui, personne ne porte ce prénom, c'est un nom qui date du 19e siècle. Pour moi, c'était un signe. Parce que je savais que ce nom était spécial pour moi, mais je ne savais pas pourquoi. Et apparemment, Lavinia était une sorte de gardienne dans cet autre monde. Elle appelait cet endroit le monde de la lumière. Je suis convaincu que Lavinia est liée à moi d'une manière ou d'une autre, et que je la verrai aussi quand je partirai. Avant de terminer, je veux juste dire ceci, si vous souffrez de la perte de quelqu'un que vous aimiez, sachez qu'il y a peut-être un moyen pour eux de revenir. Ce ne sera pas exactement la même chose, mais il y aura des signes qui vous feront comprendre que c'est bien eux. Je me sens totalement et complètement déconnecté de mon environnement, de mon corps et de mon esprit. J'ai l'impression d'être simplement un passager dans la vie de quelqu'un d'autre, comme si je vivais dans un rêve sans fin. Quand je me réveille le matin, je ressens exactement la même chose que lorsque je me suis endormi. Je n'ai jamais cette sensation de renouveau ou même de fatigue. Je me contente d'ouvrir les yeux et de fonctionner. Cette sensation a transformé ma vie en une sorte de brume grise dont je n'arrive pas à m'échapper. Il m'est arrivé plusieurs fois de regarder 2 fois un meuble ou un objet, et soudainement, quelque chose semble bizarre. Il y a comme un détail qui ne va pas. Parfois, les bords de certains objets deviennent flous ou confus, et même en clignant des yeux ou en me frottant les yeux, cela ne disparaît pas. Quand quelqu'un interagit avec moi, c'est comme si mon corps passait en pilote automatique. Je n'ai pas l'impression de contrôler ce que je dis ou fais, et ça me rend fou. C'est comme si je partageais mon corps avec quelqu'un d'autre. Avant que quelqu'un ne demande, j'ai déjà consulté plusieurs psychiatres, thérapeutes et médecins depuis mon plus jeune âge. J'ai souffert de dépression par le passé, mais je m'en suis remis. On ne m'a jamais diagnostiqué de troubles dissociatifs ou quoi que ce soit de similaire, et aucun des professionnels que j'ai rencontrés n'a pu comprendre ce qui m'arrivait. Tout semble terne et délavé. Les couleurs ne sont plus aussi vives, les sons paraissent lointains, et il devient de plus en plus difficile pour moi de sentir mes vêtements sur ma peau. Et la situation ne fait qu'empirer. Suis-je mort ? Suis-je en train de rêver ? Est-ce que ma vie est devenue une sorte d'expérience où je suis inconscient quelque part, étendu sur le trottoir,
tandis que dans ma tête, je vis toute une autre vie? Ce que je vais vous raconter pourrait sembler irréel, et même moi, j'ai encore du mal à comprendre ce que j'ai vécu. Il m'arrive souvent de douter, de me dire que ça n'a pas pu se produire. Pourtant, aussi incroyable que cela puisse paraître, je sais exactement ce que j'ai vu. C'est comme si j'avais eu un aperçu d'une autre réalité, une sorte de bug dans la matrice. Il y a quelques années, j'étais dans le bus scolaire, rentrant chez moi après une journée d'école. Rien d'inhabituel jusque-là. J'avais mon écouteur dans une oreille, le regard perdu à travers la vitre, comme je le faisais souvent. C'était une fin d'après-midi classique, le soleil commençait à descendre et à jeter ses ombres dorées sur les rues. Puis, soudainement, le bus a dévié de son itinéraire habituel. Ce n'était pas la première fois que cela arrivait. Parfois, il y avait des travaux ou des déviations, mais cette fois, le changement de route était si brusque et inattendu que cela m'a fait lever les yeux de mon téléphone. Nous roulions dans une rue que je n'avais jamais vue auparavant. Tout semblait familier, mais en même temps étranger. Un silence inhabituel régnait dans le bus, comme si tout le monde était absorbé par cette nouvelle direction. Je regardais par la fenêtre, observant distraitement les bâtiments qui défilaient, quand quelque chose a capté mon attention. De l'autre côté de la rue, un bus ancien se dirigeait vers nous, roulant dans la direction opposée. Il semblait tout droit sorti d'une autre époque, avec ses bords arrondis, ses couleurs fanées, comme s'il était resté figé dans les années 80 ou même avant. Un peu déconcerté, je l'ai suivi des yeux, me demandant d'où pouvait bien sortir ce vieux bus. Puis, au moment où les deux véhicules se croisaient, ma fenêtre s'est parfaitement alignée avec une des fenêtres de ce bus d'un autre temps. Ce que j'ai vu m'a figé sur place. Là, dans ce bus, j'ai vu ma mère. Mais elle n'était pas telle que je la connaissais aujourd'hui. Non, c'était une version beaucoup plus jeune d'elle, de mon âge à peu près. Elle portait une sorte d'uniforme blanc, et son visage reflétait exactement le même choc que le mien. Nos regards se sont croisés, et pendant tout le temps où les deux bus se croisaient, nous n'avons pas brisé ce contact visuel. C'était comme si elle savait exactement qui j'étais, comme si elle aussi ne comprenait pas ce qui se passait, mais qu'elle ressentait cette même connexion. Je ne pouvais ni détourner les yeux ni bouger. C'était surréaliste. J'avais l'impression d'être dans une scène de film où le temps se suspendait, où la réalité pliait sous le poids de quelque chose d'impossible. Tout s'est déroulé en quelques secondes, mais ça m'a semblé durer bien plus longtemps. Puis, aussi vite que cela avait commencé, c'était fini. Les bus se sont éloignés l'un de l'autre, et je me suis retrouvé à fixer ma propre réflexion dans la vitre, complètement abasourdi. Mon cœur battait la chamade. Je me suis demandé si je venais de rêver, si mon esprit me jouait des tours. Mais non, j'étais certain de ce que j'avais vu. C'était bien ma mère, jeune, habillée dans un uniforme blanc que je ne lui avais jamais vu porter auparavant. Dès que je suis rentré chez moi, encore sous le choc de ce que je venais de vivre, je me suis précipité vers les albums photos de famille. Je devais comprendre. Je devais savoir si ce que j'avais vu avait un sens, ou si c'était juste une hallucination. Je feuilletais les pages, en quête de réponse, mon cœur battant à toute vitesse. Puis, je suis tombé sur une vieille photo de ma mère. Elle était exactement comme je l'avais vue dans ce bus, même coupe de cheveux, même visage juvénile, et ce même uniforme blanc. Je suis resté là, assis, avec l'album ouvert sur mes genoux, le regard fixé sur cette photo. C'était bien elle. Je n'avais pas rêvé. Il y a plusieurs années, lorsque je travaillais dans une unité psychiatrique, l'un des résidents, un adolescent qui ne parlait pratiquement jamais, sauf pour demander l'heure, s'est approché de moi et m'a demandé « Mademoiselle, pourquoi avez-vous des bleus partout sur les jambes ?» J'ai ri de la bizarrerie de cette question et lui ai demandé ce qu'il voulait dire par là, mais il a simplement répondu « Rien, laissez tomber » et s'est éloigné. Je portais un pantalon ce jour-là, alors je ne comprenais pas comment il aurait pu savoir si j'avais des bleus sur les jambes ou non. Quand je suis rentré chez moi, j'ai vérifié, et bien sûr, il n'y en avait aucun. Cependant, au cours de la semaine suivante, des bleus ont commencé à apparaître, sans raison apparente. Mes jambes sont rapidement devenues un patchwork de taches violettes, jaunes et bleues, douloureuses sans explication.
On m'a ensuite affecté à d'autres unités pendant plusieurs semaines, et le résident a été renvoyé avant que je puisse lui parler à nouveau, mais les bleus ont continué de persister pendant un certain temps, tout comme l'étrange sensation de malaise que cette situation m'a laissée. J'avais complètement oublié cet incident jusqu'à ce que je commence à relire mes anciens journaux récemment, et cela m'a donné des frissons tout au long du corps. Je me suis dit que cela valait peut-être la peine de partager cette expérience. J'étais assis dans mon salon, tranquillement en train de lire un livre, quand soudain j'entends un gros bruit sourd. Avant même d'avoir le temps de réagir, une famille de 4 personnes, tous vêtus de noir, traverse mon couloir. Ils marchaient calmement, comme s'ils savaient exactement où ils allaient. Sans un mot, ils se sont dirigés vers la porte de mon débarras, l'ont ouverte et sont entrés à l'intérieur. J'étais trop choqué pour bouger. Mon cerveau n'arrivait pas à traiter ce que je venais de voir. C'était comme si le temps s'était figé autour de moi. Quelques instants plus tard, ma sœur est sortie en courant de sa chambre, l'air visiblement inquiète à cause du bruit. Elle m'a vu assis là, pétrifié. Elle m'a demandé ce qui avait provoqué ce bruit, mais je n'arrivais même pas à parler. Je ne savais même pas quoi dire. Finalement, j'ai rassemblé assez de courage pour me lever et me diriger vers la porte du débarras. Ma sœur me regardait, curieuse de comprendre ce qui se passait. Quand j'ai ouvert la porte du débarras, il n'y avait rien. Personne. Pas une trace. C'était comme si cette famille n'avait jamais existé. Ma sœur m'a demandé ce qui s'était passé, et après un moment d'hésitation, je lui ai expliqué ce que j'avais vu. Comme prévu, elle a ri et m'a dit que j'avais probablement halluciné. Elle a balayé tout ça d'un revers de main, comme si c'était une simple blague ou une histoire qu'on se raconte pour se faire peur. Mais pour moi, c'était loin d'être drôle. Ce que j'avais vu n'avait rien d'imaginaire. C'était réel, ou du moins, c'en avait l'air. Je ne sais toujours pas ce que c'était, mais c'est probablement l'une des expériences les plus terrifiantes que j'ai vécues. Il y a quelques mois, mon copain et moi rentrions d'un voyage pour rendre visite à ma famille. Nous vivons dans un petit appartement au 2e étage qui donne sur notre parking. Nous étions en train de décharger la voiture, montant les affaires petit à petit, et ma famille nous avait envoyé beaucoup de nourriture. Donc, à un moment, nous avons pris un lot d'articles à ranger dans le réfrigérateur. Pendant que je rangeais la nourriture, mon copain était debout à côté du comptoir, et nous étions en pleine conversation. Je ne me souviens plus exactement de quoi nous parlions, mais c'était le genre de sujet qu'on n'interrompt pas soudainement sans raison. Bref, il était là, debout, et tandis que je parlais, je me suis retourné pour mettre quelque chose dans le frigo. Quand je me suis retourné de nouveau, il n'était plus là. J'ai été confuse parce que nous étions en plein milieu d'une conversation. Je me suis dit, est-ce qu'il se cache? Est-ce qu'il me fait une blague? Donc, j'ai commencé à rire et à le chercher dans l'appartement, pensant qu'il se moquait de moi. Mais au bout de quelques minutes, j'ai réalisé qu'il n'était nulle part. Parfois, il sort sur le balcon pour fumer, donc j'ai ouvert la porte pour vérifier, mais il n'était pas là non plus. Ce que j'ai vu, par contre, c'était lui en bas, en train de décharger la voiture. Là, j'étais vraiment confuse. Comment avait-il pu descendre aussi vite et pourquoi avait-il quitté la conversation sans prévenir? Il est remonté quelques minutes plus tard et a dû frapper à la porte parce qu'apparemment, la porte d'entrée était verrouillée et il n'avait pas ses clés. Comment la porte d'entrée a-t-elle pu se verrouiller avec lui dehors, sans ses clés, et moi ne remarquant même pas qu'il était parti? La porte d'entrée est dans la cuisine, là où je me trouvais. J'aurais dû entendre ou voir la porte s'ouvrir et se fermer, mais je n'ai rien entendu. Je n'avais littéralement tourné le dos que quelques secondes pour ranger quelque chose dans le frigo. Comment a-t-il pu sortir si rapidement sans que je m'en aperçoive? Rien n'a de sens pour moi. Quand je lui ai demandé ce qui s'était passé, il n'avait aucune idée de quoi je parlais et ne se souvenait même pas de la conversation pendant que je rangeais la nourriture. C'était tellement étrange. Ça va peut-être paraître insensé, mais ça fait 2 jours que je pense à ce qui s'est passé, et je sens que je dois partager ça pour voir si quelqu'un a une explication. Il y a 2 nuits, ma copine et moi étions rallongés dans notre lit, la télé allumée sur YouTube dans la chambre.
J'aime regarder des vidéos pendant qu'elle est sur son téléphone ou en train de lire. J'ai activé l'option de lecture automatique sur YouTube, donc quand une vidéo se termine, la suivante démarre automatiquement. Ce soir-là, je regardais beaucoup de vidéos de Nick Merck, un streamer YouTuber de jeux vidéo. Je me suis endormi pendant que les vidéos continuaient à jouer, avec le son de la télé réglé à un niveau relativement bas parce qu'il était tard, c'était surtout du bruit de fond. Je ne sais pas combien de temps j'ai dormi, mais ça ne devait pas faire longtemps puisque ma copine était encore éveillée en train de lire. Soudain, pendant que je dormais, j'ai entendu clairement et extrêmement fort la voix de Nick Merck dire « Réveille Théoï » d'un ton très sévère et terrifiant. J'ai sursauté et me suis réveillé en sursautant. En regardant la télé, je jure avoir vu le visage de Nick Merck en plein écran, me fixant droit dans les yeux, puis ça a immédiatement basculé vers le jeu vidéo avec lui en train de parler à ses coéquipiers, comme si de rien n'était. Je me suis tourné vers ma copine, et elle regardait la télé avec un air choqué. Je lui ai demandé « Tu as entendu ça ?» et elle a répondu oui d'une voix apeurée. J'ai pris la télécommande, reculé la vidéo d'1 minute, et on a regardé à nouveau. Rien. Il n'a jamais crié « Réveille-toi » et il n'y a jamais eu d'écran plein avec son visage. En fait, dans cette vidéo, il n'y avait même pas de gros plan sur son visage. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Voici quelques détails supplémentaires pour répondre à certaines questions. Ma copine a-t-elle confirmé le lendemain? Oui. Après l'incident, nous n'avons pas pu nous rendormir pendant un bon moment, nous avons passé environ 1h30 à discuter de ce qui s'était passé. Le lendemain soir, nous avons décidé de ne pas allumer la télé avant de nous coucher. Donc, elle a bien vécu l'expérience avec moi, et nous en avons parlé plusieurs fois. Était-ce une pub? Non. J'ai YouTube Red, donc je n'ai pas de pub, encore moins de pub en milieu de vidéo. Quelqu'un aurait-il pu diffuser une vidéo sur la télé à distance? Je ne pense pas. J'ai demandé à tout le monde dans la maison, et personne ne diffuse de vidéos sur la télé. Il faudrait que ce soit un voisin, mais nous vivons dans une zone boisée où les maisons sont très éloignées les unes des autres. Et de plus, c'était bien la voix de Nick Merck qui sortait de la télé, donc je pense que cette possibilité est très peu probable. Ma copine l'a-t-elle vu? Elle n'a pas vu le visage comme moi, mais elle a entendu le cri. Quand il a crié, c'était extrêmement fort, comme si le son avait brusquement monté au maximum avant de redescendre à son volume habituel. Nous avons parlé de cela en détail, et elle sait que c'était la télé, pas moi qui parlais dans mon sommeil. D'autres choses étranges se sont-elles déjà produites dans la maison? Pas vraiment, mais il y a eu quelques incidents. Par exemple, ma sœur a déjà vu la poignée de la porte de son placard tourner toute seule, et quand elle a ouvert, il n'y avait personne. Moi, il m'arrive parfois de croire que j'entends quelqu'un chuchoter mon nom, mais je n'y prête pas attention parce que beaucoup de gens vivent des trucs similaires. Une fois, j'ai vu une silhouette d'homme en t-shirt blanc et jean marcher dans notre jardin, disparaissant derrière un arbre. J'ai dit à voix haute, « C'est qui ça ?» et mon père a couru chercher son arme. Nous avons tous regardé l'arbre, mais il n'y avait plus personne. Quand mon père est revenu, je lui ai demandé pourquoi il avait réagi ainsi, et il a répondu qu'il l'avait vu lui aussi. Puis il est resté silencieux, visiblement secoué. Je ne sais toujours pas ce qui s'est passé cette nuit-là avec Nick Merck, et ça me perturbe encore d'y penser. Je suis assis dans ma voiture, garé devant cette pizzeria où j'ai l'habitude de venir. L'odeur de pizza fraîchement cuite flotte dans l'air, et la lumière orangée du crépuscule commence à disparaître. Le parking est relativement calme, avec seulement quelques voitures dispersées ici et là. Je vérifie distraitement mon téléphone en attendant que mon nom soit appelé pour récupérer ma commande. Rien d'extraordinaire, juste une soirée ordinaire. C'est à ce moment-là qu'une voiture se gare lentement à côté de moi. Au début, je ne fais pas trop attention. Je continue de faire défiler mon fil d'actualité, mais quelque chose me pousse à regarder du coin de l'œil. C'est là que je remarque la fille au volant. Je ne sais pas pourquoi, mais quelque chose chez elle me capte immédiatement. Ses traits sont tirés, son visage est marqué par une tristesse profonde. Elle a l'air de chercher quelque chose, scrutant à l'extérieur de sa voiture, comme si elle espérait voir quelqu'un ou quelque chose. Mais il n'y a personne d'autre dans la voiture, juste elle, assise là, immobile. Un malaise s'installe en moi sans que je sache pourquoi.
C'est comme si cette scène n'avait pas sa place ici, comme si elle ne collait pas à la réalité. Je détourne les yeux, essayant de rationaliser cette sensation étrange. Peut-être est-elle juste perdue dans ses pensées, ou peut-être a-t-elle vécu quelque chose de difficile. Après tout, qui n'a jamais eu un moment où la vie semblait peser trop lourd? Je regarde à nouveau mon téléphone, mais quelque chose me pousse à jeter un autre coup d'œil à cette fille. Cette fois, ma mâchoire se fige. Ce n'est plus juste elle dans la voiture. Maintenant, l'habitacle est rempli de plusieurs personnes. 4, peut-être 5 personnes, tous assis, figés, comme s'ils attendaient quelque chose. Personne ne parle. Ils ne bougent même pas. C'est comme si le temps s'était arrêté à l'intérieur de cette voiture, chacun assis dans une sorte d'immobilité glaciale. Le contraste avec l'image précédente, cette fille seule, triste et si viole que je commence à douter de moi-même. Est-ce que j'ai halluciné? Comment la voiture a-t-elle pu se remplir en un clin d'œil? Mon esprit tourne à toute vitesse. Je cligne des yeux, espérant que ça dissipe cette vision absurde. Je détourne les yeux une nouvelle fois, secoue la tête, et puis, comme si de rien n'était, je regarde encore une fois vers la voiture. Mais cette fois, elle a disparu. Complètement. La place à côté de moi est vide, comme si elle n'avait jamais été là. Le malaise monte en flèche. Mon cœur bat plus vite. Je me sens complètement déstabilisé. Comment une voiture entière avec plusieurs personnes à l'intérieur a-t-elle pu disparaître en une fraction de seconde sans que je ne la voie partir? Le moteur n'a pas démarré, je n'ai pas entendu de portière s'ouvrir ou se fermer, rien. C'était comme si cette voiture avait été effacée de la réalité d'un simple claquement de doigts. J'essaie de rationaliser, peut-être que je suis fatigué, que j'ai imaginé des choses. Peut-être que la voiture est partie pendant que j'étais distrait par mon téléphone. Mais non. Je sais ce que j'ai vu. Et je sais que c'est impossible. Je ne fume pas, je ne bois pas, et je ne suis pas quelqu'un qui imagine des trucs. Pourtant, cette scène me hante déjà. Je regarde autour de moi dans le parking. Les lumières de la pizzeria jettent des ombres longues sur l'asphalte, et l'endroit est toujours aussi calme. Aucun signe de la voiture, ni des gens qui étaient à l'intérieur. Tout semble étrangement normal, trop normal. Mais je sens dans mes tripes que quelque chose ne va pas. Il y a cette sensation oppressante que je ne peux pas expliquer, comme si j'avais entrevu quelque chose que je n'étais pas censé voir. Je me plonge à nouveau dans mon téléphone, essayant de retrouver un peu de normalité, mais l'image de la fille triste et des personnes immobiles dans la voiture refuse de quitter mon esprit. Mon nom est finalement appelé pour récupérer ma pizza, et en me levant, je jette un dernier coup d'œil au parking, espérant ou redoutant voir la voiture réapparaître. Mais non, rien. Je récupère ma pizza et retourne à ma voiture, le cœur encore lourd de confusion. Je ne peux m'empêcher de penser à ce que je viens de vivre. Était-ce une illusion, un jeu de mon esprit? Ou est-ce que j'ai réellement assisté à quelque chose de plus étrange que ce que la logique pourrait expliquer? Quand j'avais une vingtaine d'années, j'ai vécu une rencontre étrange avec un homme qui prétendait venir de mon futur. Vers 2011, je suivais des cours de japonais en soirée une fois par semaine dans une université locale, ici au Royaume-Uni. Mes cours se terminaient vers 21h, et je rentrais généralement chez mes parents en prenant le train. Je vivais encore chez eux à l'époque, et je me souviens bien que j'avais une petite fenêtre de temps pour attraper l'un des rares trains de nuit qui me ramenait chez moi après mes cours. C'était en hiver, et je me rappelle que la gare était bondée à cause des acheteurs de Noël. J'avais malheureusement raté mon train habituel et je devais attendre plus d'une heure pour le suivant. J'observais le panneau des départs en direct, frustré, quand un homme américain, sympathique, dans la quarantaine, s'est approché de moi. Je me souviens qu'il n'était pas du tout habillé pour le temps qu'il faisait, il portait juste une casquette de baseball, un sweatshirt et un coupe-vent léger, alors qu'il neigeait depuis plusieurs jours et qu'il faisait particulièrement froid dehors. À l'époque, cela ne m'a pas semblé étrange, j'ai juste pensé qu'il devait être un touriste qui n'avait pas anticipé le froid. J'étais très timide à l'époque, pas du genre à entamer des conversations avec des inconnus, mais je me suis senti tout de suite à l'aise en sa présence. Il était grand, athlétique, et avait un accent marqué. Il était amical et accessible, rien chez lui ne me donnait d'alerte. En fait,
j'étais plutôt étonné de voir à quel point il était attirant, d'une manière peu conventionnelle. Notre première interaction a été brève. Il a commencé par me demander si j'attendais depuis longtemps, et par politesse, je lui ai demandé s'il attendait lui aussi depuis un moment. Il m'a répondu qu'il attendait un ami et venait tout juste d'arriver en ville. Très vite, nous avons commencé à discuter de tout et de rien. Il s'est présenté sous le nom de John. Finalement, il m'a proposé d'aller prendre un café, étant donné que le courant passait bien entre nous. Mon train allait arriver, je n'avais pas beaucoup de temps, alors John m'a rapidement proposé de poursuivre notre discussion autour d'un café le lendemain. J'ai accepté, nous avons échangé nos numéros, et je suis parti prendre mon train. Après cette rencontre, j'ai ressenti une sorte de déjà-vu. C'était comme si une vague de familiarité m'avait envahi. J'étais certain à 100% que je n'avais jamais rencontré John auparavant, mais cette sensation étrange me laissait intrigué. Quand je suis rentré chez moi, j'ai reçu quelques messages de John, et nous avons convenu de nous retrouver au même endroit le lendemain. À cette époque, je n'étais pas encore sorti du placard et n'avais pas révélé à mes parents que j'étais gay. Je n'étais pas prêt à leur dire que je rencontrais un inconnu. Je suis généralement quelqu'un de très prudent et un bon juge de caractère, et je ne me serais pas engagé à revoir John si je n'avais pas senti que la situation était sans danger. Après tout, à cet âge-là, il était difficile de rencontrer des hommes, et je n'allais pas laisser passer une occasion de rendez-vous avec un homme plus âgé et séduisant avec qui j'avais ressenti une vraie alchimie. J'ai tout de même pris soin de prévenir quelques amis de ma situation au cas où il m'arriverait quelque chose. Le lendemain, John m'attendait au même endroit que la veille. Malgré le froid glacial, il portait encore les mêmes vêtements légers et la même casquette de baseball. Je me souviens qu'il était incroyablement charmant, et cette sensation de familiarité m'a de nouveau envahi dès que nous nous sommes retrouvés. J'étais curieux d'en savoir plus sur lui. À ce moment-là, nous n'avions pas encore choisi de lieu où aller et avons marché sans but avant de finalement décider de prendre un café chez Starbucks. Pendant notre conversation, j'ai remarqué qu'il s'intéressait uniquement à ce que j'avais à dire. Il semblait très heureux de parler avec moi, à tel point qu'il m'interrompait souvent, comme s'il savait déjà ce que j'allais dire. Par exemple, il savait que j'avais une sœur. Il parlait rarement de lui-même, évitant mes questions ou changeant de sujet quand j'essayais d'en savoir plus. Il était un peu excentrique, mais je n'étais pas méfiant pour autant. Je me souviens qu'il m'avait dit être américain, qu'il voyageait depuis un certain temps, qu'il jouait de plusieurs instruments et avait grandi dans une famille très religieuse, ce qui lui avait posé des problèmes. C'est là que les choses ont pris une tournure étrange. Après avoir quitté le café, nous avons continué à marcher dans la ville. Nous parlions, rions, et je me souviens avoir vraiment apprécié ce moment. Mais alors que nous étions sur un pont au bord de la rivière qui traverse la ville, John m'a demandé s'il pouvait me serrer dans ses bras. Je me souviens avoir levé les yeux vers lui et son expression avait changé, il semblait soudainement triste, presque mélancolique. Bien que cela m'ait un peu déconcerté, j'ai accepté et je me suis penché pour lui rendre son étreinte. Il m'a serré très fort, et quand nous nous sommes séparés, il avait les larmes aux yeux. Je lui ai demandé si ça allait, ce qui se passait. J'étais maintenant très confus et un peu inquiet. Il m'a alors dit que je n'allais jamais le croire. Je ne me souviens pas de tout ce qui s'est passé ensuite dans l'ordre exact, mais je vais essayer de résumer. Nous nous sommes assis sur un banc, et je me souviens qu'il était incroyablement calme, parlant avec une sincérité déconcertante. Il m'a dit qu'il venait de mon futur proche et que nous nous connaissions très bien. Il a affirmé qu'il avait voyagé dans le temps pour me rendre visite, mais il était catégorique sur le fait de ne pas expliquer comment ou pourquoi il avait pu le faire. Il a seulement dit que c'était récréatif et que le voyage dans le temps ne fonctionnait pas comme on l'imagine. Il m'a également dit qu'il avait voulu me revoir une dernière fois, mais qu'il m'avait trouvé beaucoup plus jeune que prévu et que je ne ressemblais pas du tout à la personne qu'il connaissait. On aurait dit qu'il m'avait retrouvé à la mauvaise époque. Je pouvais sentir une profonde tristesse dans ses paroles, car il répétait sans cesse à quel point il était heureux de me revoir, tout en pleurant. Je me suis instantanément dit que c'était une blague. Je me sentais sceptique et j'étais prêt à partir. Je me suis levé et lui ai dit que je devais y aller. C'était trop pour moi, et cette vague de déjà-vu m'a de nouveau envahi, encore plus forte que la première fois. Je tremblais en me levant, et l'atmosphère autour de moi semblait devenir plus lourde, comme si la pression avait chuté. C'est là qu'il m'a pris la main et m'a dit « On se reverra un jour ». Je suis parti en courant, sans dire un mot.
J'étais tellement bouleversé que j'ai éclaté en sanglots dès que je suis sorti de sa vue. Après cela, j'étais confus et perturbé. Il m'a fallu plusieurs jours pour digérer ce qui s'était passé avant d'en parler à ma sœur et à mes amis, qui se souviennent encore de cette histoire comme celle du touriste fou avec qui je suis sorti une fois. Mais 10 ans ont passé, et je ne peux m'empêcher de penser à cet incident de temps en temps. Chaque fois, je me souviens du visage de John et de ce sentiment étrange de familiarité et de paix que je ressentais en sa présence. Après notre rendez-vous, j'ai essayé de lui envoyer des messages ou de l'appeler, mais son numéro n'existait plus. Il avait disparu, sans laisser de traces. Aujourd'hui, je suis en couple depuis 6 ans avec quelqu'un que j'aime profondément et que je n'ai aucune intention de quitter. Pourtant, chaque fois que je repense à cette rencontre énigmatique avec John, je me demande si j'ai eu un aperçu d'un futur possible, peut-être même d'un univers parallèle, où ma vie aurait pris un tournant totalement différent. J'ai tant de questions sur ce qu'il m'a dit. Est-ce que j'étais encore en vie dans son époque? Est-ce qu'on était en couple? Était-il un collègue, un membre de ma famille? À chaque fois que ces souvenirs ressurgissent, je ressens une vague d'émotions inexplicables, presque comme si j'avais perdu quelque chose. C'est extrêmement difficile de décrire ce que j'ai ressenti cette nuit-là. Je n'ai jamais réussi à oublier cette rencontre, et je suis certain que je reconnaîtrais encore John si je le croisais aujourd'hui. Quelqu'un manque à ma vie. Et je ne parle pas ici d'un grand amour que je n'aurais pas encore rencontré. Non, c'est bien plus profond que cela. C'est comme une absence invisible, une présence fantôme qui me suit depuis toujours. Je jure qu'il manque quelqu'un dans ma vie, quelqu'un qui aurait dû être là. Un frère ou une sœur jumelle, plus précisément. C'est une sensation que je ne peux pas expliquer facilement, mais elle est là, ancrée en moi depuis que je suis tout petit. Dès mon plus jeune âge, j'ai eu des souvenirs étranges, fugaces, d'une autre personne à mes côtés, une personne qui me ressemblait, mais qui n'existe pas. Ces souvenirs sont vagues, presque comme des rêves oubliés, mais ils semblent tellement réels. Je revois des images de jeux, de conversations, de moments passés ensemble. Mais quand je cherche à saisir ces souvenirs, ils disparaissent comme de la fumée. Ce qui rend cette sensation encore plus troublante, c'est que je ne suis pas le seul à avoir ressenti cette présence manquante. Il m'est arrivé plusieurs fois que des amis, des collègues, ou même de simples connaissances m'appellent par un prénom qui n'est pas le mien. Un prénom que je ne connais même pas. Ils m'appellent, puis s'arrêtent brusquement, leur visage marqué par la confusion, comme s'ils se rendaient compte d'une erreur qu'ils ne comprennent pas eux-mêmes. « Je ne sais pas pourquoi je t'ai appelé ainsi », me disent-ils, perplexes. Encore plus troublant, mes propres parents ont fait des remarques étranges à ce sujet. Parfois, dans des moments où ils ne s'y attendent pas, ils font allusion à un jumeau. Toi et ton frère, vous deux, vous étiez inséparables. Mais quand je les interroge sur ces propos, ils se perdent dans l'incertitude. Ils secouent la tête, confus, et disent ne pas savoir pourquoi ils ont dit ça. Tu n'as pas de frère, c'est sûr, me répondent-ils, comme si eux aussi avaient un trou de mémoire soudain. Mais l'espace d'un instant, c'est comme s'ils avaient révélé une vérité oubliée, avant que la réalité ne reprenne son cours. Toute ma vie, j'ai ressenti cette absence, comme si une partie de moi manquait. Il y a des jours où la sensation est presque supportable, où je me dis que tout cela n'est qu'une imagination débordante, un simple jeu de mon esprit. Mais d'autres jours, c'est plus fort, c'est écrasant, et je ne peux m'empêcher de me demander si ce sentiment n'est pas réel. Si peut-être, dans une autre réalité, dans un autre monde, ou à une autre époque, j'avais réellement un jumeau. Je me surprends parfois à rêver de ce frère ou de cette sœur qui aurait dû être là. Que s'est-il passé? Est-ce que ce jumeau a disparu? Est-ce que c'est une vie parallèle, un fragment de mémoire d'un autre monde? Ou est-ce simplement mon esprit qui joue des tours, me poussant à créer un lien imaginaire pour combler un vide inexplicable? J'ai cherché des réponses. J'ai interrogé mes parents, fouillé dans les albums photos, demandé à mes proches, mais rien. Aucune trace d'un frère ou d'une sœur qui aurait pu exister. Aucun indice que je pourrais suivre pour comprendre ce mystère. Mais cette impression persiste, ce sentiment que quelque chose ou quelqu'un manque. Je me dis parfois que c'est peut-être une ancienne vie, ou un lien cosmique que je ne peux pas expliquer avec des mots. Peut-être que mon jumeau n'a jamais existé dans cette réalité, mais quelque part, dans une autre dimension, nous étions ensemble. Ce sentiment me hante,
me pousse à chercher des réponses là où il n'y en a peut-être pas. Comment peut-on ressentir si profondément l'absence de quelqu'un qui n'a jamais existé? Pourquoi est-ce que d'autres personnes, même brièvement, semblent partager cette impression avec moi? C'est comme un puzzle dont il manque une pièce essentielle, et je suis condamné à ne jamais la trouver. Je me demande parfois si un jour cette absence sera comblée. Peut-être que la vie me donnera enfin la clé pour comprendre ce mystère. Ou peut-être que cette sensation ne disparaîtra jamais, me laissant avec cette question éternelle, qui manque à ma vie. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.